Il m'arrive souvent d'entendre ou de lire des histoires invraisemblables et difficiles à croire. Mais je me dis que parfois la réalité peut dépasser la fiction. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Au lieu d'une seule histoire, je vous en propose 3, vraiment étranges et 100% réelles et documentées. Alors, en règle générale, si vous aimez les histoires étranges, paranormales, horrifiques, inexpliquées et surtout vraies, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car c'est pile ce que je vous propose. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, c'est 100% gratuit et en plus, je ne vous le cache pas, vous m'aidez dans le référencement et j'en ai plus que jamais besoin en ce moment. Mais surtout, il y a plus important, c'est que moi, je suis plus qu'aux anges de discuter avec vous des vidéos, de lire vos théories et vos suggestions, parce qu'en règle générale, il y a toujours des trucs qui nous échappent. Et je trouve que c'est une chance d'avoir une communauté qui nous éclaire sur certains sujets, et grâce à laquelle, personnellement en tout cas, j'apprends souvent de nouvelles infos. Donc les gars, vous m'enrichissez, et rien que pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Bref, passons au vif du sujet maintenant. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. La première histoire est un incident qui s'est produit à Berkshire en 1969. Le comté de Berkshire se situe dans le Massachusetts et compte moins de 200 000 habitants. Waouh, j'ai dit Massachusetts sans me tromper. C'est cool ça. Je continue. Le comté de Berkshire aujourd'hui est célèbre pour ses belles campagnes, ce qui en fait une destination de vacances par excellence. Cependant, en 1969, un incident effrayant s'est produit dans cette région rurale et tranquille. Un incident dont les témoins attendront plus de 50 ans avant d'en parler. Tommy Warner vivait avec sa famille depuis 5 générations à Great Barrington, une petite ville dans le comté de Berkshire. Il était le plus jeune d'une fratrie de 7 garçons et du haut de ses 10 ans, il n'avait connu qu'une vie stable, tranquille et routinière dans une petite ville de campagne. Il ne se doutait pas qu'au week-end de la fête du travail de 1969, sa vie serait bousculée à jamais. Le 1er septembre 1969 est, comme à chaque année, le dernier jour de l'été avant la rentrée scolaire. On est au crépuscule et Tommy jouait avec les enfants de leurs voisins quand il a commencé à entendre une voix dans sa tête qui le suppliait de partir et de rentrer chez lui. Les supplications étaient presque des ordres tellement elles étaient insistantes. Étant d'une famille catholique et croyante, Tommy pense que Dieu lui a parlé et décide de rentrer chez lui en courant. Il faut savoir que Great Barrington est vraiment rural, donc autant les Warner que leurs voisins habitent à distance respectable les uns des autres, vu qu'ils ont tous des fermes quoi. Alors que Tommy courait vers sa maison, ses amis et ses voisins l'ont carrément vu s'évaporer dans les airs. Tommy est réapparu dans le jardin de sa maison 7 minutes plus tard. Tommy pense que durant ce laps de temps, il aurait été transporté dans un ovni, car lorsqu'il est réapparu, il était cloué au sol par un faisceau de lumière inexplicable. Lorsqu'il a été enfin libéré de cette lumière, il s'est levé et a sprinté chez lui tellement il était terrifié. Le soir même, à 1 ou 2 kilomètres de là où Tommy s'est fait enlever, la famille Bowman était garée au bord d'un lac à déguster une glace, quand soudain, ils ont été horrifiés à la vue d'une lumière aveuglante et d'un énorme engin émerger de l'eau du lac juste devant leur voiture. Mélanie Bowman, qui avait alors 14 ans, ainsi que ses sœurs, se sont mises à hurler de terreur et tenter de se cacher tant bien que mal dans la voiture, alors que leur père, de son côté, tentait de filer cet ovni. Mélanie a ensuite eu un blanc et se souvient juste s'être retrouvée seule dans la noirceur de la nuit, au bord du lac sablonneux. Elle était abandonnée et livrée à elle-même pour tenter de retrouver son chemin dans la pénombre. Tout comme Tommy, Mélanie pense avoir été enlevée. Encore ce soir-là,
Jane Green, une citoyenne de 42 ans qui est respectée dans sa communauté de Great Barrington, rentrait chez elle avec un ami lorsqu'elle a aperçu une lumière brillante devant sa voiture. Prise d'émerveillement, tout comme plusieurs autres automobilistes, elle s'est arrêtée au milieu de la route pour admirer ce qui ressemblait vraisemblablement à un vaisseau extraterrestre. L'OVNI planait assez bas, juste à la hauteur des yeux des automobilistes. Jane affirme que c'était l'expérience la plus troublante de sa vie. Toujours le même soir, mais cette fois-ci à Sheffield, qui est une ville voisine de Great Barrington, la famille Reed traversait un pont couvert pour rentrer chez elle. Dans la voiture, il y avait Thomas Reed, qui avait 10 ans, son petit frère, sa mère et sa grand-mère. À la sortie du pont, leur voiture a été enveloppée de lumière aveuglante aux couleurs vives. Et ils ont tous eu l'impression de plonger profondément dans l'eau. En fait, ils ont eu l'impression que la voiture était en train de s'immerger dans l'eau. Thomas se rappelle que tout était devenu vraiment calme. Il le décrit comme le silence de mort qui est rencontré au milieu d'un ouragan. Pour lui, il y avait eu comme un changement barométrique de pression. Puis Thomas, son petit frère, sa mère et sa grand-mère se sont retrouvés à l'intérieur de ce qui semblait être un entrepôt énorme et étrange. Thomas était allongé sur une table en métal et entendait clairement les voix de sa mère et son frère qui semblaient frénétiques et effrayés. Ensuite, tout d'un coup, les sons de grillons et de grenouilles ont empli l'air pour que toute la famille se retrouve de retour dans leur voiture, toujours à la sortie de ce pont. Il a été estimé qu'au moins 40 résidents auraient vu l'OVNI, y compris des enfants qui sont maintenant des adultes vivant toujours dans la région de Berkshire. Certains de ces résidents auraient même appelé la station de radio locale WSBS, sur le moment bien sûr, pour partager le phénomène bizarre qu'ils venaient de voir. David Easy, qui est directeur général de cette station radio, se rappelle de ces appels d'auditeurs. Il dit qu'à l'époque, ces personnes ne savaient pas que c'était un ovni. Ils appelaient la radio pour signaler que quelque chose de bizarre venait de se produire. Ce qui est important de savoir, c'est que tous ces témoins n'ont par contre jamais ébruité leurs expériences au-delà des frontières locales et parfois même pas au-delà du cadre familial. Parce que d'un côté, ils craignaient d'être pris pour des frappadingues, mais aussi parce qu'ils risquaient d'être persécutés par certains habitants de la ville qui se sont battus pour garder secrètes les effrayantes histoires de l'incident de Berkshire. Mais ceci n'a bien sûr pas duré puisqu'on en parle aujourd'hui, et au bout de 45 ans après les faits, ils sont sortis du silence pour raconter leurs histoires pour le moins troublantes. Ces personnes ne s'attendent pas à des explications, mais plus à se sentir moins seules en encourageant d'autres personnes à sortir du silence concernant cette fameuse soirée de 1969. Le grand nombre de témoignages simultanés et concordants a fait de cet incident un cas très particulier par rapport à toutes les autres observations présumées de vaisseaux extraterrestres. Les témoignages étaient si nombreux et convaincants que la Great Barrington Historical Society a décidé de reconnaître officiellement l'incident Berkshire comme étant, je cite, le premier cas d'OVNI extraterrestre dans l'histoire des États-Unis. Suite à ça, les témoins ont formé une association à but non lucratif, la UFO Monument Park Incorporation, et cette association avait pour but de lever des fonds pour la construction d'un monument dans la région qui servirait comme point de repère de cette rencontre venue d'ailleurs. Je rime, c'est cool. Le monument a été érigé par l'association et signé par le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker. Mais ensuite, en 2019, ce monument a été retiré pour des raisons assez floues, je dirais. Il y aurait eu des disputes entre l'association et les autorités locales. Peut-être à cause des personnes qui ne voulaient pas que la région soit connue pour ça. Bref, les raisons du retrait ne sont pas du tout claires, mais ce qui est sûr, c'est que cette nuit de 1969 a définitivement changé bien des vies. L'histoire suivante est celle des Number Stations. Au beau milieu de la guerre froide, la radio était LE moyen de diffusion pour tout ce qui est nouvelles. Alors que les auditeurs cherchaient à écouter les dernières retombées entre les États-Unis et l'Union soviétique, bon nombre d'entre eux sont tombés par hasard sur une diffusion plutôt troublante. Ces émissions radio commençaient généralement par une mélodie étrange ou par plusieurs bips qui étaient suivis de la voix d'une femme ou d'un enfant récitant des nombres d'apparence aléatoires. Ces transmissions bizarres étaient diffusées régulièrement sur des fréquences que les auditeurs ont surnommées Number Stations, ce qui se traduit par station de numéro.
et elle durait plusieurs minutes. Je vous laisserai écouter l'une de ces transmissions radio à la fin. Évidemment, les number stations ont rapidement retenu l'attention de tous ceux qui les ont écoutées. De là, un groupe d'auditeurs de radio s'est dédié à résoudre le mystère de l'origine et de la raison de ces transmissions. C'est un peu comme les internautes qui tentent de résoudre certains mystères d'Internet aujourd'hui. Comme quoi, cette envie qui nous vient de résoudre des mystères date d'avant l'époque d'Internet. Bref, ces auditeurs ont donné un nom à chaque number station en fonction de la nature de sa diffusion. Par exemple, parmi les stations les plus connues, il y avait Nancy Adams Susan, The Gong Station et The Lincolnshire Poacher. Toutes les stations étaient définitivement étranges, mais chacune à sa manière, ce qui a inévitablement fait naître des histoires effrayantes sur leurs origines et leur but. Ce n'est que dans les années 1980 que des détectives amateurs, qui traquaient ces stations justement, ont émis l'hypothèse que ces transmissions mystérieuses pouvaient être des messages codés, utilisés dans des opérations d'espionnage à travers le monde. Cette hypothèse a trouvé écho chez les célébrités comme Rupert Allison, qui est un auteur spécialisé dans les romans d'espionnage et qui signe justement ses livres sous le nom de Nigel West. Rupert disait que ces stations étaient le moyen idéal pour communiquer avec un agent. Pour lui, elles ont pour seul objectif de permettre la communication entre les agences de renseignement et leurs agents dans les territoires où il est difficile d'utiliser une forme de communication consensuelle. Bien que l'hypothèse soit plausible, la véritable intention de ces stations n'a jamais été déchiffrée. La Lincoln Poacher, dont je vous ai parlé tantôt, avait une forte diffusion provenant de Chypre entre 1970 et 2008. La meilleure théorie qui est ressortie pour cette station est qu'il s'agissait d'une opération des services secrets britanniques dont le nom de code était quelques tunes d'une chanson folk anglaise qui est titrée, je vous le mets dans le mille, The Lincolnshire Poacher. Une station similaire, supposément gérée par le MI6 aussi, a diffusé depuis l'Australie jusqu'en décembre 2009. Et elle était connue sous le nom de Cherry Ripe pour son utilisation d'une chanson folk anglaise du même nom du coup. Les stations russes par contre ont des diffusions propres à elles. Par exemple, lors d'une tentative de coup d'État, une transmission émanant de Moscou n'a fait que répéter le chiffre 5 pendant des heures. Ce qui me fait penser à The Buzzer. C'est une number station russe qui est plus connue sous le nom d'UVB-76. Elle serait apparemment contrôlée par le 60e centre de communication situé près de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Depuis la guerre froide, cette station diffuse des transmissions répétitives sous forme de 2 bourdonnements en début de chaque heure, suivis d'un son monotone entre la 2e et la 34e minute. Ensuite, une voix russe se met à lire une série de chiffres, de mots ou de noms comme Anna, Nikolai, Ivan, Tatiana, Roman. Évidemment, durant la guerre froide, tout le monde pensait que cette transmission était émise par les soviétiques. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, The Buzzer est devenue plus active jusqu'en juin 2010. À cette date, elle s'est soudainement arrêtée pendant une journée. En août 2010, la transmission s'est encore interrompue, mais cette fois-ci, à son retour, elle semblait changer. Maintenant, elle diffuse une série de sons inconnus avec une mélodie qui rappelle le lac des cygnes de Tchaïkovski. En septembre 2010, après qu'une voix masculine a déclaré Mikhail Dimitri Zenia Boris sur les ondes de la station, celle-ci a été rebaptisée MDZHB. Une théorie voudrait que The Buzzer diffuse en fait un signal main morte, c'est-à-dire que si jamais la Russie était victime d'une attaque nucléaire, la transmission s'arrêterait, déclenchant une frappe de représailles. Je vous ai mis en description un lien vers un site où vous pouvez entendre les transmissions de la station, au cas où vous êtes curieux de les entendre. Bref, vous l'aurez compris, le mystère de ces number stations est encore entier, car au-delà des théories et des suppositions, personne ne connaît les origines ni les buts de leur transmission. Les number stations peuvent encore être retrouvées à la radio, si bien sûr on fait l'effort de les rechercher. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas fait cet effort-là, mais si vous décidez de les rechercher et que vous tombez dessus, faites-moi signe. Avant de passer à l'histoire suivante, comme promis, je vous laisse avec 30 secondes de transmission de la station Cherry Ripe.
Vous savez d'où vient l'expression « la vérité est plus étrange que la fiction » ? C'est de Mark Twain, l'auteur de Huckleberry Finn. Si vous aimez lire, ça fait partie des livres que je vous recommande. Vous suivrez les aventures incroyables de Huckleberry Finn le long du fleuve Mississippi. Perso, ça fait partie de mes livres préférés. D'ailleurs, dites-moi c'est quoi vos livres préférés à vous ? Peut-être que vous me donnerez l'envie d'en lire quelques-uns, quoi. Bref, je divague encore, mais bon, la citation entière de Twain dit « La vérité est plus étrange que la fiction, parce que la fiction est obligée de s'en tenir aux possibilités, mais la vérité, elle, ne l'est pas. » Et pour cette dernière histoire, rien ne peut être aussi vrai que cette citation. Henry McDaniel habitait à Enfield dans l'Illinois avec sa femme et ses 2 enfants, Lil et Henry Jr. La nuit du 25 avril 1973, vers 21h30, alors que Henry et sa femme venaient de rentrer chez eux, ils ont été accueillis par leurs enfants, terrifiés. Lil et Henry Jr. lui ont dit qu'une chose avait tenté de pénétrer dans la maison en grattant la porte. Henry McDaniel a rassuré ses enfants sans vraiment donner d'importance à cette histoire, car pour lui, les enfants ont une imagination débordante qui peut bien sûr empiéter sur leur réalité et du coup, ils se font peur tout seuls et pour un rien. Mais ce que Henry ne savait pas, c'est que plus tard dans cette même nuit, il va drastiquement changer d'avis. Alors que toute la maison dormait, Henry a été réveillé par des bruits de grattement à sa porte d'entrée. McDaniel s'est alors levé de son lit, a attrapé une arme à feu et une lampe de poche et s'est dirigé vers sa porte d'entrée. Il a ouvert la porte et a braqué sa lampe et son fusil vers la noirceur qui s'étendait dans l'allée de sa maison. Honnêtement, lui, il s'attendait à voir un chien ou un chat, mais ce qu'il a vu était bien plus étrange et surtout bien plus terrifiant. Là, entre 2 rosiers, il y avait une créature qui était presque humanoïde, exactement comme ses enfants lui avaient décrit tantôt. Henry a décrit cette créature comme ayant un corps court soutenu par 3 pattes, qu'elle avait 2 petits bras courts et 2 gros yeux roses qui brillaient comme des lampes de poche. Apeuré par cette étrange bête, Henry a tiré à 4 reprises, mais il est sûr qu'au moins une balle a touché sa cible parce qu'il l'a entendu à ses mots siffler comme un chat sauvage avant de s'enfuir vers un talus de chemin de fer. Il aurait fallu à la créature seulement 3 sauts pour parcourir une distance de 24 mètres et disparaître rapidement derrière des arbres. Terrifié par sa rencontre, McDaniel appelle directement la police. Après enquête, la police a découvert une série d'égratignures sur le revêtement de la maison et sur la moustiquaire de la porte d'entrée. Dans la terre battue devant la maison, il y avait des empreintes de pas très similaires à celles d'un chien, mais avec 6 orteils au lieu de 4. 2 empreintes mesuraient 10 cm de large, alors que la 3e, elle, était plus petite. La rencontre d'Henry McDaniel a fait la une du magazine Reading Eagle, mais la plupart des gens ne le croyaient pas, surtout que pour eux, il n'y avait aucun indice qui prouve la véracité de ses propos. Pour l'article, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description si vous êtes curieux de le lire. Pour revenir à l'histoire, il n'y avait pas que la population qui était sceptique. De nombreux policiers l'étaient aussi. Les policiers ne voulaient pas croire à l'existence d'une telle créature, bien que, à peine 30 minutes avant l'incident chez les McDaniels, ils avaient reçu un appel pour une attaque contre un petit garçon. La créature lui avait déchiré ses vêtements en lui griffant les bras, alors que les serres de ses orteils lui avaient déchiqueté ses chaussures. Mais bien sûr, comme il n'y avait aucune trace de la chose, rien n'a été entrepris. En plus, le canular d'un voisin des McDaniels qui s'était présenté comme témoin oculaire du monstre d'Enfield pour ensuite se rétracter et avouer que c'était juste un prank pour se moquer des McDaniels, n'a pas vraiment aidé à prendre l'affaire au sérieux, ni par les civils, ni par la police. Le 6 mai à 3h du matin, Henry a de nouveau vu la créature après avoir été réveillé par le boucan causé par les chiens du voisin. En sortant de chez lui, il l'a vu errer près des voies ferrées. Ça a duré plusieurs minutes jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le noir après avoir fait un long bond. Henry a rencontré le monstre une 3e fois et à chaque fois, il appelait la police pour le signaler. Mais le shérif l'aurait menacé de prison s'il appelait encore parce que personne ne croyait à la véracité de ses rencontres, bien sûr. Henry, de son côté, est sûr de ce qu'il a vu. Pour lui, cette créature est bien réelle et il en a témoigné publiquement. Après son témoignage, d'autres témoins oculaires sont apparus et comme toute histoire sensationnelle,
la nouvelle du monstre d'Enfield s'est répandue comme une traînée de poudre. Et du coup, des chasseurs de monstres ont envahi la ville, dont au moins 5 se sont fait arrêter pour avoir tiré sur une chose grise qui traversait les bois. 2 de ces chasseurs, Mike Mogul et Roger Tappy, tous deux d'Elwood en Indiana, ont juré avoir vu un singe gris se déplacer rapidement dans les sous-bois. Peu de temps après, la frénésie du monstre d'Enfield est retombée, et chasseurs comme touristes ont déserté la ville. Alors qu'on pensait ne plus entendre parler de ce monstre, 4 autres personnes ont dit avoir rencontré la créature, dont Rick Rainbow, qui a réussi à enregistrer ses cris sur magnétoscope. Intriguée par cette histoire, Lauren Coleman, une cryptozoologue de renommée mondiale, s'est rendue à Enfield et a enquêté. Et voilà ce que Lauren a déclaré à la presse. Je me suis rendue à Enfield, j'ai interrogé les témoins, j'ai regardé le revêtement de la maison que le monstre d'Enfield avait endommagé, j'ai entendu d'étranges sons ressemblant à des cris de banshee et je suis repartie perplexe. À ce jour, aucune explication n'a pu être trouvée pour ce monstre d'Enfield. Selon vous alors, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est juste un canular qui a pris beaucoup d'ampleur? Personnellement, je donne toujours le bénéfice du doute dans ces histoires parce que les animaux que nous n'avons pas encore découverts sont nombreux. D'ailleurs, de nouvelles espèces animales sont découvertes chaque année et ce monstre peut être en réalité un cryptide, un animal que nous ne connaissons pas encore quoi. Bien sûr, nous pouvons toujours faire des suppositions paranormales. Mais qu'est-ce que le paranormal si ce n'est des choses auxquelles nous n'avons pas encore trouvé d'explication satisfaisante? Eh ben, je suis inspirée aujourd'hui, J'espère que cet épisode un peu différent vous a plu. Je voulais changer un peu et vous proposer plus qu'une histoire vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de me dire ce que vous en avez pensé et vos théories dans les commentaires bien sûr. C'est toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Prenez bien soin de vous, profitez du beau temps, amusez-vous, mais surtout restez responsables et restez safe. Allez, ciao!